Alors, les AFC n'ont pas invité Xavier Lemoine pour dire ce que dit ou fait M. Xavier Lemoine, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, ou au contraire, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, mais surtout pour que nous nous rendions compte que dans une société qui n'est pas facile, qui présente des défis nombreux et complexes, défis nombreux et complexes qui suscitent chez beaucoup, finalement, parfois l'immobilité, le retrait, le scepticisme ou le pessimisme. Il y en a, comme Xavier Lemoine, qui, eux, continuent à bouger, continuent à avancer et font des choses. Et donc, ça nous intéressait de l'entendre sur des sujets qui, évidemment, sont des sujets très actuels, donc très polémiques. Donc, je le remercie d'avance d'accepter de traiter des sujets qui sont donc par nature moins confortables. Mais surtout, donc, pour nous, c'est l'occasion, évidemment, d'écouter ces analyses, c'est évidemment très passionnant, mais aussi de voir quelle est la force motrice qui peut conduire donc, les personnes à accepter ces dérapages contrôlés, continuer à bouger dans un monde qui souvent en conduit beaucoup, en fait, à se désintéresser, à se désinvestir. Donc ça, c'est la première chose. Alors, petit propos de précaution. Le tweet est accessible à tout le monde aujourd'hui, donc c'est un danger qui peut venir de partout. Pour que Xavier Lemoine témoigne dans la meilleure liberté, je vous demande, de manière tout à fait forte et dans les yeux à la Tim Guénard, de ne pas tweeter. Donc ce que vous allez entendre, c'est pour vous. Et donc ne gênez pas Xavier Lemoine avec des tweets. Parce que si on gêne Xavier Lemoine, à ce moment-là, il ne va pas tout nous dire. Et alors, pour le coup, c'est ça qui serait un peu dommageable. Voilà, merci beaucoup. Et je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais, avant de vous récapituler très rapidement l'ensemble des actions en qualité de maire de Montfermeil, j'essaye de mener, je mène sur la commune depuis maintenant 15 ans. Donc ça fait 30 ans que je suis arrivé à la ville de Montfermeil, d'abord comme salarié et depuis 15 ans comme maire. Je voudrais peut-être me présenter un peu plus pour que vous compreniez quel a été le fil directeur de ma vie et comment j'essaie de l'organiser. Je suis un pur produit de l'échec scolaire républicain, j'ai pas de bac, j'ai pas de BEPC, dispensé de cours de maths, dispensé de cours de physique, traîné de force jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école, puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, seule la marine marchande a bien voulu de moi, mais je sais qu'en attendant, la violence que j'ai développée contre moi-même et contre les autres, je ne l'ai pas oublié. Ensuite, j'ai été 10 ans dans la marine marchande. Je suis de la génération Jean-Paul II, sauvé par Jean-Paul II, la petite feuille bleue du jeudi ou du mercredi sur la théologie du corps. Ce n'était pas forcément le sujet avec lequel j'étais en totale harmonie avec les positions de l'Église. Lui a su me réconcilier pour partie avec ces affaires-là. Et ensuite, il a eu élaboré avec Gersens l'encyclique sur le travail, qui m'a fait découvrir la doctrine sociale de l'Église, que j'ai continué à potasser en naviguant. Les heures de quart sont suffisamment longues pour qu'on puisse les occuper parfois, avec de bonnes lectures. Et ensuite, m'étant ouvert à d'autres centres d'intérêt, j'ai fait l'IRCOM, et je suis arrivé comme salarié à la ville de Montfermeil pour m'occuper de communication. Ensuite, j'ai été directeur de cabinet, et ensuite j'ai repris un certain nombre d'études diverses et variées. Pour celles et ceux qui seraient tentés de me dire « oui, bah tiens, c'est marrant, c'est atypique comme vie », et puis alors de la marine marchande à la mairie de Montfermeil, vraiment, ça n'a rien à voir, détrompez-vous, c'est la même chose, puisque j'ai été chez les autres sont chez moi, et c'est le même dialogue qui continue, et finalement, il y a un fil rouge à travers ma vie qui se déroule et qui est celui-ci. Et si j'ai quitté la marine marchande, une des raisons, en plus de celle que je vous ai indiquée, c'est que les escales étaient de plus en plus courtes et que ma capacité à découvrir des systèmes politiques, économiques, culturels, religieux ou autres différents s'amenuisait et donc ça perdait de l'intérêt. Et là maintenant, j'ai besoin beaucoup de bouger puisque nous avons plus de 40 nationalités différentes et que 40% de la population est de culture ou de confession musulmane. Et si je regarde dans les écoles de la ville, c'est entre 60 et 90%. Donc vous voyez les bascules démographiques et les bascules culturelles dans lesquelles nous sommes, et j'y reviendrai dans quelques instants. Au-delà de la découverte de la doctrine sociale de l'Église, en tant qu'élu, il y a d'autres textes pour moi de référence qui sont importants. La fameuse note doctrinale
qui a été faite par la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'était à l'époque le cardinal Ratzinger. Si j'en parle, c'est que j'aurai à aborder ces questions-là tout à l'heure, puisque par ailleurs je suis président d'un conseil de surveillance d'un hôpital, et que vous pouvez imaginer les questions que nous pouvons avoir à y traiter. Ensuite, il y a eu dans ma vie un certain nombre de textes fondamentaux, que j'appelle des textes fondamentaux, et qui sur des sujets extrêmement précis sont venus éclairer et conforter des décisions, des réflexions et des décisions, quand bien même j'avais un certain nombre de désagréments à subir. Ça peut être interdit de lecture dans sa paroisse pendant 3 ans, puisque les décisions que j'avais prises n'avaient pas plu à mon évêque ni à mon curé, ou ça peut être éventuellement être traduit en justice sur un chef d'inculpation qui vous vaut 10 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et donc ces textes fondamentaux, je en cite quelques-uns, sur la question de l'appartenance ou pas, de l'adhésion, parce qu'appartenir à un parti politique c'est quand même assez odieux comme vocabulaire, mais ça dit bien aussi ce que ça veut dire. C'est cette question qui n'est pas simple. Il faut lire Simone Veil, la philosophe, ses notes pour la suppression générale des partis politiques, juin 40, c'est la date à laquelle ça a été écrit, et où effectivement elle décortique, je dirais, tous les aspects négatifs que de telles organisations peuvent avoir. Pour autant, ça peut être nécessaire, pour autant, est-ce qu'on peut en faire l'économie, pour autant, mais autant être fixé très précisément sur potentielle dérive, insuffisance ou même perversion. Sur la question, par exemple, de l'islam, des musulmans, de la nationalité française, donc ce que veut dire être français, c'est la fameuse lettre de Charles de Foucault en réponse à René Bazin qui posait la question à Charles de Foucault: les musulmans peuvent-ils être français? Il répond sur une lettre de 29 juillet 1916, on trouve ça rapidement sur internet, 29 juillet 1916, Charles de Foucault, René Bazin, et ça sort. Lettre en 3 parties, c'est surtout la partie centrale qui est la plus actuelle, me semble-t-il, les deux autres sont un peu plus connotés, un peu plus en dehors de la question, mais voilà. Et ça, c'est une lettre que je connais presque par cœur, à telle enseigne d'ailleurs qu'en 2005, après les émeutes, lorsque le ministère de l'Intérieur, Matignon et l'Élysée nous ont reçus individuellement, les maires concernés par ces émeutes, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé, je suis venu avec un seul document, celui-ci, aux 3 endroits, et aux 3 endroits, 1, personne n'a rigolé, 2, tout le monde a pris le temps de lire ça devant moi, et aux 3 endroits, tout le monde m'a dit: Monsieur le maire, c'est vous qui avez raison, un temps de silence, mais comment le dire? Et cette lettre-là, je l'ai distribuée à tous mes préfets, tous mes commissaires et tous les directeurs de cabinet ou hauts fonctionnaires que j'ai eu à rencontrer depuis que je suis maire, parce qu'à un moment donné, mettre des milliards, c'est bien, mais si on posait les bonnes questions et on regardait, on approfondissait un certain nombre de réflexions, on serait, je crois, plus efficient dans notre politique publique. Et puis, par exemple, sur la question de la gestion des flux migratoires, eh bien, et c'est d'actualité avec les récentes déclarations du pape François, eh bien, j'ai aussi un texte que je vais rapidement vous lire pour que vous ayez à peu près, ça servira tout à l'heure dans la discussion ou dans les exemples que je vais prendre, eh bien, à prendre des décisions qui peuvent paraître injustes, inhumaines, anti-chrétiennes, j'accepte, mais moi je suis un ancien officier de la marine marchande, je sais qu'un canot de sauvetage c'est fait pour 50 personnes. Je sais que jusqu'à 55, on peut mettre 55 personnes dans un canot de sauvetage, mais je sais qu'à la 56e, il y a un monde qui coule. Est-ce que la charité consiste à prendre le 56e, ou est-ce que la charité consiste à dire j'ai la charge de 55 personnes, je n'en prends pas la 56e? Voilà, c'est un peu cru, mais c'est quand même ça la réalité, c'est ça la vie politique, et vous n'avez pas 3 heures pour réfléchir des fois. Et donc, ce texte, je vous le lis parce que il est tiré de cet opuscule qui a quelques années maintenant, L'Église face au racisme. C'est un document de la Commission pontificale Justice et Paix, c'était le cardinal Etchegaray à l'époque qui la présidait. Certes, il appartient aux pouvoirs publics qui ont la charge du bien commun de déterminer la proportion de réfugiés ou d'immigrés que leur pays peut accueillir, compte tenu de ses possibilités d'emploi et de ses perspectives de développement, mais aussi de l'urgence du besoin des autres peuples. Et l'État veillera à ce que ne se créent pas des situations de déséquilibre social grave, accompagnées de phénomènes sociologiques de rejet, comme cela peut arriver lorsqu'une trop forte concentration de personnes d'une culture est perçue comme menaçant directement l'identité et les coutumes de la communauté locale d'accueil. Dans l'apprentissage de la différence, on ne peut tout exiger d'un coup, mais il faut considérer les possibilités d'une nouvelle convivence et même d'un enrichissement mutuel. Et une fois qu'une personne étrangère
a été admise et se soumet au règlement de l'ordre public, elle a le droit à la protection de la loi pour toute la durée de son insertion sociale. Pour moi, tout est dit, tout est bien hiérarchisé, articulé, et on voit qu'on est sur des paramètres qui peuvent fluctuer au fur et à mesure que le temps passe, et donc je dirais qu'aucune politique n'est figée en elle-même, mais qu'elle est sans cesse à devoir s'adapter aux capacités d'accueil, aux urgences recensées des uns et des autres, et qu'on doit veiller à un certain nombre de choses, etc. Je pense qu'on n'a pas été très bons les uns et les autres collectivement, et je ne porte aucun jugement, je constate quand même. Et puis nous, les maires, on est en bout de chaîne et on essaie de régler tous les dysfonctionnements de la société. Donc on est quand même assez bien placé pour voir qu'on est loin d'avoir réussi ce que ce texte recommande de faire sur de tels sujets. Donc ça, pour moi, ce sont des textes fondamentaux qui me permettent, sur ma ville, d'avoir un certain nombre d'actions qui, je dirais, il y a un proverbe qui dit « la loi ignore ceux qui ignorent la loi ». Voilà, donc je peux avoir des politiques plus restrictives sur un certain nombre de sujets vis-à-vis de gens qui, par ailleurs, sensiblement et délibérément, ne respectent pas un certain nombre de choses. Là aussi, le 56e, si c'est pour faire couler les 55 autres, ça ne sert à rien. Voilà, très rapidement, pour essayer de situer le bonhomme, et puis je vais maintenant passer en revue, très concrètement, après vous avoir peut-être un peu plus camper le décor. Alors tout le monde n'habite pas la Seine-Saint-Denis, mais de toute façon on n'a plus l'exclusivité d'un certain nombre de situations, mais quand même vous faire toucher du doigt un certain nombre de réalités sociales et humaines. Seine-Saint-Denis, 1 500 000 personnes recensées. Si je dis recensées, c'est qu'il y a 200-250 000 personnes en situation irrégulière, clandestine. Ce sont les chiffres de la préfecture, ce ne sont pas les miens. Sur ces 1 500 000 personnes recensées, 500 000 personnes étrangères titulaires d'un titre de séjour, 500 000 personnes françaises d'origine étrangère, très enracinées encore dans les cultures d'origine, c'est l'application, je dirais, mathématique, mécanique du droit du sol et des naturalisations, et puis 500 000 Français de souche, pour prendre cette expression, et pour ne pas avoir à disserter plus longtemps sur le sujet. Premier point. Deuxième point, si vous prenez le taux de natalité, il y a le taux de natalité des 2 premiers tiers et du double du 3e tiers. Ça fait 4 enfants. Alors vous rajoutez les 200-250 000 personnes en situation irrégulière qui aussi participent à la démographie. Eh bien, ça fait 4 enfants étrangers ou d'origine étrangère très, très enracinés dans la culture d'origine et dont les communautés sont suffisamment fortes pour, je dirais, s'auto-organiser de plus en plus pour un enfant, je dirais, dont les 2 parents sont nés en France. Bon, et donc vous voyez sur une ville comme Montfermeil, eh c'est exactement la même chose, et je vous le disais, 40% de la population de culture ou de confession musulmane, confession il y a pratique, culture il y a attachement, je dirais, au fait culturel et à un mode de vie, mais il n'y a pas de pratique, mais il y a quand même un point de la communauté qui est là, et donc dans les écoles entre 60 et 90%, ce qui fait que il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir que dans quelques années, la population dite de souche sera totalement minoritaire. Bien. Donc c'est pas, voilà, ça se prépare, ça s'anticipe, ça se réfléchit, mais c'est quand même des faits sans précédent dans l'histoire de France où il faudrait remonter vraiment très 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 loin pour voir de tels bouleversements. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Comment on essaie de le mettre en œuvre sur une ville telle que Montfermeil? Alors, j'ai d'autres responsabilités politiques, je n'ai pas que mon mandat de maire. On est en territoire, en intercommunalité, donc un territoire de 400 000 habitants, donc je m'occupe des finances, je m'occupe également des finances d'un syndicat d'ordures ménagères. Et puis la métropole parisienne qui a 18 mois d'existence, eh bien, je suis au bureau de la métropole et j'ai en charge l'économie circulaire, un autre sujet passionnant. Donc là, ça raccroche directement à la dernière encyclique du pape François sur l'écologie. Et là aussi, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses qui sont intéressantes à mettre en place. Mais je vous passe, je dirais, imaginez, je dirais qu'on a un ghetto sur cette ville, c'est-à-dire sur 3% du territoire, on concentrait un tiers de la population, 50% des moins de 20 ans de la ville étaient issus de ce quartier, et avec des taux de chômage, des taux de tuberculose, des taux tout ce qui peut caractériser la misère ou la difficulté sociale. On était à chaque fois dans la zone rouge du compteur, des copropriétés en faillite sous l'administration judiciaire, l'ensemble des habitants avaient 10 millions d'euros de dettes solidaires sur la tête, etc. etc. Bon, donc la situation idéale et ravissante à gérer. Alors, je vais passer en revue
et dans l'ordre, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait avec l'aide de l'État, le département de la région. C'était un travail partenarial, il a fallu quand même l'impulser, il a fallu prendre des décisions, il a fallu tenir bon. Je dirais, nous avons, peut-être que vos enfants vous en parleront, parce que j'ai eu à l'évoquer tout à l'heure devant eux, ont vécu plusieurs mois sous protection policière 24/24 après que deux de mes filles aient été très sérieusement agressées en leur qualité de fille du maire. Notre maison a été lapidée et qu'à 2 reprises, on a mis des voitures enflammées le long de la clôture pour que tout explose, le contour de gaz et le reste. Voilà, pour nous faire lâcher prise et qu'il a fallu tenir bon pour emporter le morceau sur un certain nombre de sujets. D'abord, pour reprendre le parallèle avec ventre affamé n'a pas d'oreille, tant que vous ne redonnez pas dignité et fierté à travers les conditions de logement, d'habitat à votre population, toutes les politiques sociales que vous seriez tenté de mener sont développées en pure perte, parce que tant que les conditions de vie ne redonnent pas un minimum de sérénité et en tout cas de dignité et de fierté à la population, eh bien, elle n'entend rien d'autre que ce qu'elle a envie d'entendre, sûrement pas vous et sûrement pas vos exigences en termes éventuellement d'apprentissage du français, de réussite scolaire, de ceci ou de cela, et sur d'autres préoccupations, et n'est pas vraiment encline à faire confiance aux autorités. Donc, la question de l'architecture, la question de l'urbanisme, la question de la qualité de l'espace public, c'est premier et c'est redonner dignité et fierté. 1500 logements copropriétés, 500 logements réhabilités, 1000 démolis, 1000 reconstruits, mais au lieu que ce soit des grandes barres de 10 étages, de 153 logements et de 1000 personnes par bar, eh bien c'est des petites résidences de 50 logements maximum, résidentialisées avec, je dirais, de bons architectes, de bons matériaux, et c'est moi qui vérifie tous les permis de construire et qui vais sur le chantier vérifier que les matériaux sont les bons et que c'est logique, parce que quand on construit pour son temps, c'est laid pour son temps, ou c'est beau pour son temps, mais je préfère que ce soit beau pour son temps. Voilà, donc dignité et fierté, je vais assez vite, les questions éventuellement tout à l'heure me permettront de préciser, et puis il y a quand même pas mal de sujets, et je voudrais m'apesantir sur un certain nombre d'entre eux qui me semblent peut-être encore plus importants, me semble-t-il. Deuxième question, et je la mets à égalité avec la première, dignité et fierté, c'est qui sera le plus fort? Est-ce que ce sont les institutions légitimes, qui sont détentrices légitimement et légalement de la force, voire de la violence, ou est-ce que ce sont les délinquants qui seront les plus forts? Une population qui est en mode survie, vous ne pouvez pas lui demander de faire confiance aux institutions si les institutions ne sont pas crédibles elles-mêmes. Et donc, si ce sont les délinquants qui sont les plus forts, il est normal que la population aide les délinquants, puisque c'est les délinquants qui les protègent. Si c'est vous qui êtes en capacité de les protéger parce que vous êtes effectivement le plus fort et que vous avez l'intention de rester le plus fort, eh bien à ce moment-là, la population rebascule du côté des institutions. Donc la sécurité dans un quartier, ça se gagne d'abord par la crédibilité des institutions, par des moyens divers et variés, et ça ne sert à rien de faire du CRS ou du gendarme mobile ou n'importe quoi d'autre si vous n'êtes pas crédible. Voilà. Pour avoir le renseignement sur la délinquance, il faut que la population ait confiance, donc c'est tout. Mais il faut le faire. Il faut le faire par le mode opératoire de la police, il faut le faire par tout un système de prévention. Et puis quand vous avez redonné dignité et fierté, je reboucle avec ce que j'ai dit au début, et bien lorsque les gens retrouvent cela, ils se sentent davantage responsables de leur bien et de ce qu'ils habitent, et beaucoup plus enclins à vous aider à le maintenir propre. Mais si, voilà, donc c'est tout. La boucle est bouclée. Et donc, moi j'ai totalement fait, je suis une des villes les moins délinquantes de la Seine-Saint-Denis. J'avais jusqu'à 250 voitures brûlées par an. Aujourd'hui, je vais avoir 5 ou 6 par an. J'avais 200-250 vols à la portière par an. Aujourd'hui, si j'en ai une petite dizaine, c'est maximum, etc., etc. Et j'ai surtout tout un réseau de référents, des familles, cage escalier par cage escalier, qui sont capables en temps réel de me dire ce qui se passe. Et moi, quand j'ai quelque chose à dire aux habitants, de passer par eux pour le leur dire et qu'ils se sentent responsables, etc. Voilà. Donc, qui sera le plus fort? Deuxième question. À partir de là, vous pouvez aller plus loin. Et si je devais résumer mon travail de maire, et je l'ai intitulé un des articles dans la gazette interne des foyers de charité, l'Alouette, c'est connaître, enfin moi, mon métier, mon service, ma vocation, c'est faire connaître, respecter et aimer la France. Voilà. Il y a des préalables pour ça. Connaître, respecter et aimer. Connaître, on ne peut pas demander à des gens de respecter et d'aimer des choses qu'on ne leur a pas présentées. C'est un autre boulot. Respecter, ça peut être dans un rapport de force, d'exigence. Voilà, je te demande le respect, et ça peut venir de la personne elle-même qui respecte une forme de neutralité, mais il y a du respect. Et puis aimer, là, on sort de la neutralité, il y a une adhésion, il y a un mouvement vers, et là c'est la phase, me semble-t-il, l'ultime et la plus belle, et celle que l'on doit viser. Voilà.
Et là, j'ai 3 priorités comme maire, c'est depuis 15 ans les 3 mêmes. Ça ne veut pas dire que je ne me suis jamais reposé la question depuis 15 ans, au contraire, tous les ans je me repose la question des services et au service de l'État en disant que pensez-vous au regard de la situation qu'il faille faire, etc. Mais les 3 priorités sont les suivantes. D'abord, l'apprentissage de la langue. Comment se fait-il que des personnes qui sont là depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans en France ne parlent toujours pas le français? 2 réponses. Une nous concerne, quel manque d'exigence de notre part. Une autre qui nous concerne, quel manque de curiosité de leur part. Donc, un point partout, la balle au centre, donc c'est bon, on arrête de se taper le chignon, et maintenant on y va. Et donc, on organise intelligemment des cours de français. Quand j'ai intelligemment, l'État passe des appels d'offres pour faire des grandes plateformes d'apprentissage du français. C'est très très bien. Quand vous habitez à Montfermeil, il faut aller à Aubervilliers, c'est 1h15 en transport en commun. Et ça commence à 9h le matin et ça finit le soir. Ce qui fait que les mamans qui ont les enfants amenés à l'école n'y vont pas et donc personne n'y va. Et on est très content puisqu'on a fait des beaux appels d'offres, on a des belles plateformes et elles y vont 1 fois, 2 fois parce qu'il faut tamponner le papier et après il n'y a plus personne. Donc c'est tout simple, ça se fait à Montfermeil, dans les horaires qui permettent, d'aller conduire l'enfant à l'école et de le reprendre l'après-midi, etc., etc. Pas de vacances, pas pour les vacances scolaires. Et on demande à ce moment-là assiduité et ponctualité, c'est faisable, parce que c'est gérable avec les obligations familiales. Est-ce que c'est uniquement l'apprentissage du français, Béa? Oui, heureusement qu'il y a ça. Mais j'estime que notre société française est fondée sur, repose notamment sur 3 piliers qui pour moi sont des points non négociables et qui ne sont pas forcément perçus, compris ou même défendus de la même manière par toutes les cultures qui sont présentes sur le territoire, sur la ville de Montfermeil. Ces 3 sujets que je tiens pour non négociables sont la question de la laïcité, la question de l'égale dignité entre l'homme et la femme et la question de la liberté de conscience. Laïcité, j'entends bien la laïcité telle que le christianisme l'a portée, c'est-à-dire la distinction, non pas la séparation. La séparation, c'est pas de la laïcité, c'est du laïcisme, c'est une forme d'athéisme déguisé. C'est un scandale absolu d'ailleurs pour les musulmans, et donc notre laïcisme nourrit le fondamentalisme et le justifie. Bon, une espèce de montée aux extrêmes à la René Girard entre le laïcisme et le fondamentalisme, ça finira très très mal. Et la laïcité comme la distinction des 2 ordres, ça permet de réintégrer, y compris dans l'espace public, le fait religieux, et de le laisser à la place qui est la sienne, et de laisser aux aspects strictement profanes toute la place qui est également la leur. Et c'est le seul lieu, me semble-t-il, où on pourra retrouver un dialogue réel et fécond et simple et en vérité avec les musulmans. Mais si vous les attaquez par la laïcité et le laïcisme, eux, c'est un mur que vous créez d'emblée entre les deux. Donc ça, premier point. Deuxième point, l'égale dignité homme-femme. Et je n'ai pas parlé égalité homme-femme versus théorie du genre. Théorie du genre qui était un scandale absolu pour les musulmans, pour là où ça a été introduit dans les écoles, et qui a provoqué, lorsque Farida Belgoul avait organisé des journées de retraite de l'enfant, des 40% d'absentéisme dans les écoles. Le vendredi, c'était les mamans qui discutaient avec les directions d'école, et le lundi, c'était les papas, et le mardi, c'est le préfet qui s'en est mêlé, parce qu'il a bien vu qu'on partait sur une grosse galère. Donc, égale dignité entre l'homme et la femme, hommes et femmes et des créas. Nos sociétés ont essayé, avec plus ou moins de malheur ou de bonheur, d'incarner ceci, mais dans les textes fondateurs du Coran, les choses sont organisées de toute autre manière, et les sociétés qui en découlent sont tout autres. Et je ne pense pas que sur des points de ce type, comme la laïcité, on puisse avoir 2 systèmes qui cohabitent sur le même territoire. C'est l'un ou l'autre. On peut avoir des différences, on peut avoir des divergences, mais là on n'est plus sur des différences ni sur des divergences, on est sur des conceptions radicalement différentes et qui s'opposent. Et donc j'estime qu'il n'y a pas de la place pour eux. Liberté de conscience, l'apostasie est punie au pire de mort, au mieux de peines diverses, amende, emprisonnement, etc. En tout cas, en France, c'est puni de mort sociale. Donc, si on a bien compris que notre civilisation occidentale est la civilisation de la personne, du jeu, de la liberté et de la responsabilité, la culture musulmane, la notion de personne n'existe pas, le je n'existe pas, c'est l'individu qui participe au nous et qui tire sa dignité, sa légitimité de son appartenance au nous, à la communauté, à l'Oumma, qui est protectrice, qui est chaleureuse. Et la contrepartie, c'est une forme d'aliénation partielle de sa liberté. Et donc sortir de l'Oumma, c'est s'exposer à la vindicte de celle-là. Et donc j'ai eu, comme maire, à exfiltrer des personnes qui ont fait un choix personnel de quitter l'islam, se sont retrouvés du jour au lendemain
hostilité avec leur communauté qui est bâtie par nous-mêmes, qu'on arrive à faire comprendre et à familiariser ces personnes avec ces choses-là. Lorsque j'ai vendu il y a quelques années un terrain pour y construire une mosquée, j'ai indiqué qu'en France, la liberté de culte découlait de la liberté de conscience, que pour autant la liberté de culte n'était pas absolue en soi, puisqu'elle était contrainte par le respect de l'ordre public, et que pour moi, ne pas respecter la laïcité, contester la laïcité, l'égalité et la liberté de conscience était pour moi un trouble à l'ordre public, parce que je dirais que notre société et le vivre ensemble et la paix reposent sur le respect de ces choses. Donc voilà pour la langue. Pour l'éducation, je vais être assez rapide sur la question de la parentalité, tout ça pour dire que les systèmes éducatifs qui ont toute leur pertinence dans les pays d'origine, transposés en état dans notre pays, peuvent provoquer des parfaites catastrophes de bonne foi. Donc, il suffit de dégoupiller le truc, de bien voir à quel process on a affaire et d'expliquer aux parents que si ça marchait bien au pays avant, comme ça pour eux, en France les choses sont différentes parce que la communauté adulte se sent beaucoup moins investie, par exemple, dans l'éducation des enfants qui sont autour, qui ne sont pas les leurs, parce que ceci, parce que cela, et chaque pourquoi. Donc les Sri Lankais c'est ça, les Maghrébins c'est ça, les Turcs c'est plutôt ça, et l'Afrique subsaharienne c'est plutôt autre chose. Donc ça je passe vite, mais c'est important quand même de pouvoir donner les outils pour que les parents se retrouvent en situation de parents et non pas prisonniers d'habitude, tout à fait légitimes et saines, mais qui dysfonctionnent, transposées en France. En revanche, j'avais pour les enfants un triple défi, une triple difficulté. Un, les bouffons. Les bouffons, ce sont les premiers de classe qui se sont cassés la gueule à la récré, parce que les premiers de classe, c'est faire allégeance au pays d'accueil. Ça en dit long déjà sur ce qui circule dans les écoles et comment certains enfants considèrent le pays qui les accueille. Premier point. Ils ne sont pas des centaines, mais ils sont suffisamment nombreux pour qu'on s'en occupe. Deuxièmement, ce sont les agités, ce qu'on appelle les agités. Les agités, ce sont tous nos gamins qui sont dans les systèmes de réussite éducative, PRE, le langage, le jargon administratif, c'est le PRE, programme de réussite éducative. Et moi, comment j'ai pris conscience de ça? Alors d'abord, parce que je pense que j'étais un peu dans ce cas-là, un peu agité quand j'étais plus jeune. Je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça, mais ça m'a suffisamment laissé souvenir pour que je m'en souvienne. Et que, en plus, je les ai un après-midi par an dans mon bureau. Et dans mon bureau, j'ai une grande photo aérienne de la ville et puis une carte en relief de la Seine-Saint-Denis. Ce qui me permet d'expliquer Montfermeil, 15 km de Paris, Roissy, Marne-la-Vallée, machin, le château, toute l'histoire de Montfermeil, quand ça s'est développé, etc. Ouais, sauf qu'on passe une après-midi, il n'y a pas un chahut, il n'y a que des questions intelligentes, et pour peu que je me coupe à un moment ou à un autre, il y a toujours un gamin qui dit « Ah, je vais tout à l'heure, dit ça, ton guide, ça, c'est pas vrai, etc. » Bon, il n'y a pas tout obligé de « Oui, d'accord, t'as raison, mais voilà, c'est tout compris. » Et je me dis à la fin de la journée « Attends, ils sont dans le dispositif de réussite éducative, donc ils vont passer en 6e, parce qu'ils passent tous comme ça. Ils arrivent en 6e, je décroche, 5e, je m'absente, 4e, je les trouve dans les cellules de veille que j'ai tous les mois avec le procureur et le commissaire, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à rentrer dans la délinquance. Et ils sont malins, comme tout, intelligents comme tout, et ils veulent d'abord savoir le pourquoi des choses avant de comprendre le comment ou d'apprendre le comment. Bon. Et le commissaire qui me dit en même temps, vous savez, monsieur le maire, avant on avait les buses, ou les bourrins, c'est-à-dire les plus bêtes d'entre eux qui tombaient dans la délinquance parce qu'effectivement ils décrochaient parce qu'ils n'étaient pas forcément malins, mais maintenant aujourd'hui ceux qui sont dans la délinquance et qui décrochent, etc., ce sont les plus intelligents. Donc la délinquance a changé de visage et est beaucoup plus intelligent. Donc ça complique quand même le métier de policier. Et puis la troisième, et j'en ai parlé tout à l'heure, des familles de culture ou de confession musulmane, beaucoup plus exigeantes sur l'aspect éducatif concernant leurs enfants. À récupérer les bouffons pour qu'ils puissent travailler tranquillement et briller. Deux, comment ces agités on trouve les bonnes méthodes pédagogiques ajustées à chacun d'entre eux pour que, eh bien, effectivement, ils soient plutôt sur la réussite que sur l'échec intelligent. Donc c'est vraiment l'échec très bête. Et comment ces familles, plus exigeantes sur le contenu éducatif pour leurs enfants, peuvent, avant d'aller à l'école coranique ou de les garder à la maison, se dire, bah, tiens, il y a un endroit qui accepte le fait religieux, à certaines conditions, etc., etc. Tout à l'heure, je dirais réfléchir aux enfants sur les 40 métiers différents qu'un maire pouvait faire. C'est marrant, on pourra comprendre peut-être ça. Et puis, je leur disais que finalement, un maire, au-delà des aspects techniques des différents métiers, c'est comme un père de famille, un père de famille est heureux quand tous les enfants s'entendent entre eux. Et quand il y a discorde dans la famille, c'est quand même dommageable pour tout le monde. La notion de paix, la paix. Et donc je
Pour un maire, c'est pareil. Une commune, c'est une famille de familles. Et donc, comment, après les émeutes de 2005, je vais m'appuyer sur cet événement-là pour bien comprendre que, on avait fait toutes les télévisions du monde, donc notre image était quand même sacrément embauchée, et puis qu'entre le quartier qui avait brûlé, fait brûler un certain nombre de choses et le reste des autres quartiers, c'était pas forcément l'amour fou. Et donc, comment, pour moi, la culture est la clé de voûte de toutes les politiques sectorielles que l'on peut mener. Alors, je vais parler de la sécurité, de l'urbanisme, etc., l'architecture, etc., l'éducation, je vais parler d'un tas de trucs, je pourrais vous en parler encore bien d'autres choses, mais tout ça, pour moi, la clé de voûte de tout ça, c'est la culture au sens, non pas divertissement, mais expression profane d'un culte, ou au sens où Churchill l'entendait. J'aime beaucoup cette histoire, je la raconte à chaque fois. Donc, au moment où, pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'Angleterre a failli vaciller sous les vagues de bombardements allemands, les ministres viennent voir Churchill, viennent le voir en disant qu'il nous faut davantage de moyens pour mener l'effort de guerre. Est-ce qu'on peut se servir sur les crédits de la culture? Et la réplique cinglante et immédiate, mais alors pourquoi nous battons-nous? Voilà, la culture au sens C majuscule, c'est pas Mickey, quoi. D'ailleurs, quand on me demande un quart pour aller voir Mickey, il est souvent en révision. On me demande un quart pour le château de Versailles, même si je n'en ai pas, je me débrouille, j'en loin. Voilà. Et là, j'ai un quart de la ville de Montfermeil, avec 54 Montfermeillois qui passent le week-end au plus fou, avec toutes les familles du quartier et certains jeunes délinquants, justement, que je reprends ou je convoque sous l'instruction du procureur, etc., qui ont accepté d'aller au plus fou. Peut-être qu'on fera un futur acteur du plus fou d'un délinquant notoire de la ville de Montfermeil, qui sait si le chemin de la masse, il y aura le chemin du plus fou. On essaye tout. Alors, je reviens sur la culture, et j'avais la première adjointe, Rosine Bélanger, et deux collaboratrices, dont l'une maintenant est permanente au Rocher, qui ont eu l'idée, pour réconcilier la ville et changer son image, d'organiser un défilé de mode. Défilé de mode peut paraître futile, sauf que c'est la représentation du corps en public. Et du string à la burqa, il y a quand même toutes les nuances intermédiaires. Et donc mettre tout le monde d'accord sur déjà le fait qu'on puisse représenter le corps en public devant tout le monde et que toutes les communautés jouent le jeu, c'était déjà une partie de l'affaire. Deuxième chose, à l'époque, je disais souvent dans mes discours, de la connaissance vient la reconnaissance. Et la reconnaissance dans les deux sens du terme. Je te reconnais une existence, une identité, une originalité, etc. Deuxième sens, je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Et donc, ce défilé de mode, il se fait en deux temps. Et on ne fait pas l'un ou l'autre et pas l'un, on fait les deux. Premier temps, défilé de chacune des personnes appartenant aux différentes communautés en habit traditionnel. Dans quoi je suis heureux, fier de me faire connaître ou reconnaître au regard de mon histoire, de mes origines, etc. Si j'en reste là, on pourrait dire je flatte le communautarisme. C'est pas trop le style de la maison. Et donc, deuxième chose, création, deuxième partie du défilé, création d'habits, de vêtements, à partir d'une idée donnée par la commune. Alors ça a été les noms de rues du quartier qui avaient brûlé. Ça tombe bien, Picasso, Derain, Utrio, Monet, etc. Ouais, mais comment toutes ces personnes-là, qui viennent des quatre coins du monde, découvrent les peintres, les œuvres picturales majeures de l'Europe, s'en saisissent et vous les restituent avec leur sensibilité, leur génie propre, etc. Ensuite, on a fait sur les morceaux de musique, du Bach à Sibelius, 10 morceaux de musique découvertes du patrimoine classique. Il avait déjà un peu découvert avec les 4 saisons, où on avait mis les 4 saisons de mélodies dessus, bien sûr. Les monuments de Paris, Panthéon, Tour Eiffel, Opéra de Paris, etc. Oui, mais il y avait aussi Notre-Dame de Paris, et il y avait aussi la basilique du Sacré-Cœur. Voilà, on a fait les 4 éléments, terre, air, eau, je ne sais pas trop quoi, feu, merci. Sauf qu'il y avait dans un coin de l'affiche, il y avait le fameux tableau de Michel-Ange, la main de Dieu et la création. Bon, pour dire que les 4 éléments, nous on les resituait dans une vision d'un Dieu créateur, etc. Voilà. Donc on peut, à travers la culture, instiller des éléments de la culture française, tout simplement, ils sont dedans, donc on les prend, hein. Panthéon je le prends, mais je prends aussi Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Voilà. Il en faut au moins 2 pour montrer Panthéon. Je t'ai mis. Bon, voilà, donc c'est. Voilà. Et là,
quand vous avez plus de 1000 personnes de tous les quartiers, de toutes les communautés, de toutes conditions, qui, j'ose le mot, communiquent autour du beau de cette manière-là, eh bien le lendemain dans la rue, on ne se croise pas de la même manière. Et si les premières années, entre chaque communauté, il n'était même pas question de s'échanger ou de se prêter un dé à coudre, aujourd'hui les choses sont beaucoup plus fluides, il y a de belles amitiés, de beaux parcours, etc., et des gens, etc. Et puis au bout de 5 ans, il y a LVMH, le groupe LVMH, qui nous repère et qui parraine le défilé avec le prix LVMH, qui lance des jeunes talents, et avec tout un travail en direction de nos collégiens, de nos jeunes de la mission locale, du service jeunesse, etc. Je ne développe pas, mais voilà. Et donc, comme on restaure une image, comme on réconcilie une ville avec... Et puis, dernier point, très rapide, le son-lumière. On a un son-lumière depuis 20 et quelques années. J'aime bien ce proverbe, pour être quelqu'un, il faut être de quelque part. Et la question de l'enracinement, c'est vrai pour ceux qui viennent de loin, mais c'est vrai aussi pour les petits Gaulois qui sont quand même assez déracinés culturellement. Et comment, donc depuis maintenant 22 ou 23 ans, ce son-lumière, donc on est la 3e génération de jeunes ou moins jeunes, eh bien, c'était d'abord des spectacles historiques. Puis ensuite, vu que Victor Hugo a eu la bonne idée de situer l'auberge des Thénardier à Montfermeil, eh bien, pendant 7 ans, on y a joué Les Misérables, et puis maintenant, on est allé beaucoup plus loin, puisque maintenant c'est la Dame aux Camélias. Et moi, la Dame aux Camélias, pour ceux qui connaissent le roman, sur la musique de Verdi, bien évidemment, c'est l'histoire de Marie-Madeleine, c'est une Marie-Madeleine laïque, pour moi, la Dame aux Camélias. Voilà, donc de même que pour Les Misérables, j'avais dit à mon metteur en scène, il faut que les gens comprennent que c'est l'évêque de Digne qui fait basculer la pièce et qui fait basculer le cœur de Jean Valjean. Qui comprennent voilà, la force du pardon. Donc la mise en scène était suffisamment intelligente, mais tout le monde comprenait bien que voilà, c'est là que ça vire. C'est là que, bon. Et de même que j'ai demandé que dans la mise en scène, que la compréhension de l'histoire ne soit pas polluée par un tas de trucs autour, et qu'on comprenne bien que voilà, quasiment une Marie-Madeleine laïque. Voilà, donc on a toujours possibilité de passer des messages tranquilles, sereinement, mais voilà. Et je crois, c'est le dernier point. On est en intercommunalité avec la ville de Clichy-sous-Bois. Il y avait le sénateur-maire Claudien, qui était d'une autre sensibilité politique que moi. On était vraiment une belle amitié humaine et politique entre nous. Donc on laissait nos différends pour pouvoir plaider ensemble une seule voix les gros dossiers. Puis on avait une tour de bureau, on ne savait pas quoi en faire. Si on la démolissait pas. Et puis je dis à Claude, de l'ambition qu'on aura pour cette tour dépendra de l'ambition qu'on aura pour nos deux villes. Bon, d'accord, il revenait. Puis on discute, il y avait un journaliste de France Inter qui était avec nous, Jérôme Bouvier. Et puis on parle de culture, je dis, mais de toute façon, l'enjeu, alors je l'avais fait scandale il y a quelques années quand j'avais dit ça publiquement, avec tous les syndicats, peu importe. Je dis, l'enjeu est culturel dans les quartiers, il n'est pas économique, il n'est pas social, il n'est pas urbain. Là, on est sur l'ordre des conséquences, l'ordre des dysfonctionnements. Bon, ça toussait un peu, puis à un moment donné, les trois ensemble, quasiment. Et cette tour, si on en faisait une Villa Médicis, parce qu'il a quand même compris que la culture avait son importance, tous les trois. Voilà. Donc, une semaine après, on était à Rome. 15 jours après, on était dans les bureaux de Frédéric Mitterrand. 3 semaines après, Frédéric Mitterrand était à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Il a dit banco, on y va. Et aujourd'hui, tous les ministres de la Culture et tous les présidents de la République ont suivi le projet. On va voir le pendant de la Villa Médicis, Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Voilà. Et là, je suis très content parce que ça va vraiment consolider toutes les politiques que l'on a pu mener les uns et les autres. Donc, j'attache une grande importance à la culture. C'était pour vous le dire. Je regarde le truc. Oui, ça va, on n'a pas le temps. Sur les flux migratoires, je vous ai lu tout à l'heure le texte de référence qui, pour moi, me permet de tenir sur des décisions qui sont difficiles humainement et en conscience à prendre, que j'estime néanmoins nécessaire si on veut éviter trop le bazar. Je n'insisterai pas plus, mais je pourrai laisser la place à des questions pour les écoles espérant de bon lieu. Et puis, ah oui, pour la politique de la ville. Alors, je vais être un peu critique et caricatural, j'en conviens. Bon, il y a quelques élus, comme par exemple Pierre Cardot à Champoux-les-Vignes, ou autres, qui ont eu des politiques plus ou moins comparables à la mienne, à quelque chose près. Enfin, bon. Et puis après, il y a le jeu politique. La grande difficulté pour un politique, c'est de rester libre. Voilà. Donc moi, dans mes campagnes, d'abord, je ne sais pas faire campagne, je suis très malheureux, et je dis à mes collaborateurs, moi je suis en campagne tous les jours, donc s'ils ont aimé, ils reprendront, s'ils n'ont pas aimé, ils ne reprendront pas. Mais moi, je ne sais pas quoi faire de plus et quoi dire de plus. Et puis d'abord, j'aime bien faire, et je dis après. J'évite de dire, parce que voilà, on n'est jamais sûr de rien, donc je fais et je dis après. Sauf que
si vous êtes sur une séduction électorale, eh bien, la gauche a su, jusqu'à maintenant, séduire l'électorat des cités. Alors, beaucoup promis, assez peu tenu, finalement, et jusqu'à ce que cet électorat s'émancipe et fasse des candidatures ou des listes communautaires, ou plutôt à tendance communautariste, etc. J'en ai eu une la dernière fois, en 2014, qui fait quasiment 5%, etc. Et qui truste des partis politiques un peu en déshérence. À une époque c'était le Modem, après c'était l'Europe Écologie des Verts, pour additionner le score traditionnel du parti et le score de ce que la communauté peut avoir. Mais ils sont un peu otages. Bon, donc les politiques un peu volontaristes ou un peu exigeantes que l'on peut avoir, on peut les avoir lorsque je ne dois rien aux gens. Mais si je leur dois mon élection, je vais être plus mesuré dans mes exigences. C'est comme ça qu'on a des politiques un peu plus laxistes ou un peu plus démagogiques. Quant à la droite, il faut avouer que ce n'est pas forcément les gens de droite qui viennent militer dans les associations ou dans les quartiers. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. C'est comme les poissons volants. Ça fait partie de l'espèce, mais voilà, on dirait Gabin. Bon. Et je prends un exemple, j'étais en poste sur la ville de Colombes en 2001, qui venait d'être emporté par l'UMP au détriment du Parti communiste. Et Madame le maire me dit, virez-moi les associations des quartiers nord de Colombes, c'est un nid de coco. Je lui dis, Madame le maire, si vous voulez, mais vous me donnez les mêmes militants de droite que je mette à la place des cocos et on sera d'accord. Ou alors, si vous voulez jouer à la coco, vous avez les barbus de main. Bon, on va regarder. Bon. Après, vous avez les locaux, vous avez les subventions, vous avez un tas de trucs, et puis vous pouvez, par inflexion successive et intelligemment, faire en sorte quelque chose. Bon, bref. Donc ça, c'est pour les maires de droite qui, je dirais, ne sont pas trop occupés. Et alors, eux, les maires de droite, c'est plutôt des gens de parole. Alors, quand ils promettent, ils tiennent. Et donc, il y en a qui ont bien compris que des fois, il valait mieux s'adresser aux élus de droite, aux futurs élus de droite, et qu'on serait mieux servi qu'avec la gauche. Donc, le but, c'est de rester libre vis-à-vis de cet électorat. Voilà. Moi, je suis resté, je pense, j'espère, libre. J'ai un très gros conflit juridique. Je fais détruire un lieu de culte musulman sur la ville. Voilà, et je sais que ce vote-là est de plus en plus important et c'est lui qui défait les élections. Oui, peut-être. Voilà, mais là, voilà, faut rester libre, mais les gens, ils savent bien que, voilà, pour la dernière campagne, monsieur le maire, on n'est pas d'accord avec vous sur tout, mais quand même, il y a des trucs qui, à la fin, dans le secret d'isoloir, c'est bon, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas beaucoup de gens. Dernier point sur cette question-là. Nous avons trop souvent traité les conséquences, nous ne sommes pas remontés aux causes. Je le dis très rapidement tout à l'heure. On a fait beaucoup sur le social, l'urbain et l'économique. Oui, mais on a cru que c'était des causes des dysfonctionnements. Ce ne sont que des conséquences. Les causes, elles sont culturelles. Alors là, on passe du temps pour détailler ce que j'entends par culturel, mais ça, on se l'est interdit pour un tas de raisons, parce qu'on est dans un relativisme, tout se vaut, tout s'équivaut, et puis on a honte de nous, et puis on a voulu, par la colonisation, imposer notre modèle, mais finalement, voilà, donc on ne va pas l'imposer à des gens qui sont issus de la colonisation, qui viennent chez nous parce qu'on n'est pas. Bref, il y a tout un tas il y a 1000 raisons, et donc on a eu des politiques qui sont passées à côté de l'essentiel. Il y a la posture médiatique bébête, et puis de temps en temps, quand ils réfléchissent ou entre quatre yeux, ils disent, mais voilà, on ne sait plus comment faire, on est complètement. Bon. Et donc, de temps en temps, ils se rapprochent à des initiatives qui leur paraissent un peu plus intelligentes que la moyenne. Donc, il faut les développer, donc il faut beaucoup d'argent pour ces gens-là. De votre bon cœur, on fera la quête à la sortie. Une boutade, mais on a vraiment quelque chose à apporter. Avec 40% de musulmans, est-ce que vous êtes confronté à de la polygamie dans votre commune? Alors, moins que dans les années 95, j'avais 45 familles polygames pour 550 enfants. Voilà, mais moins. La jeune génération recommence un peu, mais c'est une polygamie organisée différemment, bref, mais moins.
45 familles, 550 ans. Est-ce que la façon que vous prenez de faire de la politique et la liberté que vous avez, est-ce qu'elle est applicable au-dessus? En poste de député, de sénateur, et puis dans les fonctions politiques au-delà? Il y a les mandats dont on est propriétaire et les mandats dont on est locataire. Les mandats dont on est propriétaire, c'est à peu près le mandat de maire. Quand je dis propriétaire, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que le coefficient personnel du maire peut être suffisant pour pouvoir l'emporter sur les logiques partisanes de partis, etc. Donc en cela, vous êtes propriétaire, puisque ça tient à votre personne, à votre personnalité, à ce que vous faites, et vous pouvez même vous imposer face à des partis politiques. Et puis, il y a les mandats dont vous êtes locataire, puisque j'irai sans investiture du parti politique, il n'y a aucune chance à ce que vous y parveniez, ou très très peu. Et là, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'effectivement, vous avez une machine à écrémer, y compris les méninges, qui fait que, voilà. Bon. Et moi, par exemple, typiquement, alors je suis très content que ce soit passé comme ça pour un tas de raisons, mais ce n'est pas le sujet, j'ai été investi pour les dernières législatives, et j'étais désinvesti, et uniquement parce que, je dirais, mes amis qui étaient frères en humanité avec 3 petits points de suspension, ne voulaient pas quelqu'un comme moi à l'Assemblée, voilà, et ont tout fait pour que je puisse être désinvesti. Mais vu qu'il y avait la question de cumul des mandats, et que, éventuellement, si j'avais été élu, dans l'hypothèse où j'avais pu être élu, être dans l'opposition et lâcher la ville de Montfermeil, eût été, à mon avis, assez peu correct vis-à-vis de la confiance qu'on avait gratifié les Montfermeillois en 2014. Voilà. Donc, je suis très content, mais oui, voilà, l'exemple type. Et Jean-Frédéric Poisson, je dirais, n'a pas été aidé par ceux qui auraient dû, au regard de leur positionnement politique, l'aider. Et qu'il y a actuellement un plafond de verre pour les chrétiens en politique. Oui, très clairement, très nettement. Voilà. Après, il faut essayer de se faufiler, puis à chaque situation, mais il y a quand même... voilà. Est-ce que ce que vous avez mis en place au sein de votre commune et communauté de communes, est-ce que ça a changé le regard des gens sur la force publique, sur les policiers et les gendarmes? Et est-ce que aussi les gendarmes ont changé leur regard sur les personnes dont ils ont la sécurité en charge? Je laisserai à part la question d'intercommunalité qui n'a rien à voir par rapport au sujet de la sécurité, etc. Si vous voulez parler du mode opératoire de la police dans les quartiers, elle a été désastreuse pendant des années. Elle a été restaurée, la suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy a été une grossière erreur. Alors cette police de proximité était très mal organisée dans la mesure où elle a décimé des brigades spécialisées sur d'autres types de délinquance, et les procureurs étaient fous furieux de ne plus pouvoir agir sur cette délinquance-là parce qu'ils n'avaient plus les... Voilà. Donc il y avait une question, une mauvaise organisation, mais il y avait une bonne idée, et qui faisait bon travail dans les cités. Ça a été démantelé par Sarkozy. Moi j'ai écrit à mon préfet en disant attention, on est en train d'accumuler un contentieux avec les jeunes qui veulent nous péter à la gueule. En 2005, toc. Ensuite, c'est Michel Alliot-Marie avec les UTEC, les unités territoriales de quartier, qui a remis la police de proximité intelligemment, avec une formation intelligente, avec des ethnopsychiatres, etc. Enfin, ethnopsychiatres, pourquoi? Parce que quand vous arrêtez un Sri Lankais et que vous lui demandez les papiers, lui, il va détourner le regard. Et vous allez lui dire, mais donnez-moi vos papiers s'il vous plaît, monsieur. Et lui, il va encore plus détourner son regard. Donc, vous dites, monsieur, vous me regardez s'il vous plaît, vous me donnez vos papiers. Il va, pour bien vous marquer sa marque de respect à lui, il va encore plus détourner son regard. Et vous allez dire, c'est un outrage. Donc, autant vous dire que l'amitié entre la communauté sri-lankaise et la police, elle a fait long feu. Tout simplement parce que le policier ne sait pas que le Sri Lankais, pour marquer son respect, il détourne le regard. Voilà. Donc, ben oui. Bon, quand vous avez 40 nationalités différentes, chacun a sa manière de se conduire, donc il y a des trucs à savoir. Donc elle a été restaurée, sauf que personne ne l'a entretenue, et qu'à ce moment-là, en ce moment, on est en train de perdre le contact avec les jeunes. Au moment de l'affaire Théo, vous vous souvenez de l'affaire Théo, moi je me suis physiquement heurté un commissaire de police avec qui j'avais demandé de ne pas faire passer une seule voiture de police dans le quartier, parce que je tenais avec les animateurs et moi-même personnellement. Il a fait passer 3 voitures, la dernière a été immédiatement
atteinte par un cocktail Molotov. Donc la réponse, c'est on appelle les CRS, et là je l'ai physiquement bousculé en disant vous sortez, je suis moi avec mes gars, et je suis en moto, et je vais faire toutes les rues, et je ne veux pas vous voir. Et de toute façon, je passerai où je veux, et je ne veux pas vous voir. Voilà. Et heureusement qu'il y avait le procureur adjoint qui me connaissait bien, et qui a fait comprendre au commissaire. Voilà. Et puis le lendemain, j'avais mon commissaire habituel qui était revenu, et qui m'a dit, je me souviens, vous pouvez venir. Alors je viens, puis il me dit, regardez par la fenêtre, et là il y avait toutes les camionnettes des CRS qui étaient bouclées dans la cour du commissariat, parce que lui il savait qu'il ne fallait pas les faire intervenir. Il m'a dit, comme ça je suis tranquille, il vient en bras, il me franchit le travail. Bon. Donc il y a effectivement tout à reprendre, parce que là on est en train de monter un contentieux avec les jeunes, alors que par un mode opératoire intelligent, voilà, c'est qui il faut faire venir à tel endroit, qui il ne faut pas faire venir. Et puis après, c'est la responsabilité du maire. Si je dis au directeur de cabinet du préfet, vous me laissez sans policier cette nuit sur le quartier, je fais mon affaire ici jusqu'à 2 h du matin pour que je sois avec mes chefs de service, mes animateurs, mes élus, des gens qui viennent nous aider sur le truc, bah, on y est sur le truc. Je me plante. À ce moment-là, je dis, bah, écoutez, c'est à vous de jouer, et au moins on aura tous les affaires. On a réussi à récupérer les affaires. Donc c'est à reprendre. Voilà. C'est pas moi qui dis le micro. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure d'une économie circulaire. Mais rapidement. Aujourd'hui, notre modèle économique, j'extrais, je fabrique, j'use, je jette. Bon, on épuise les ressources, et même quand j'use, je sais pas, ma voiture, elle roule que, on va dire, un quart d'heure par jour, ou 10 minutes par jour maximum, alors que si c'est en covoiturage ou en machin, donc comment j'extrais intelligemment juste ce dont j'ai besoin, comment je conçois mon produit pour qu'il puisse avoir une valeur d'usage la plus longue possible, que je puisse le réparer, et quand bien même je serai au bout de la réparation, je peux retrouver les constituants initiaux pour pouvoir les recycler, non pas les mettre à la benne et ne pas savoir en faire ou les incinérer. Et comment j'invente des usages du type la perceuse que vous achetez, la belle perceuse Black & Decker, etc. Vous avez juste le tableau de la grand-mère à mettre, c'est tout, puis après vous la rangez. D'accord, si vous la mettez sur un site internet et que votre voisin à 5 km à la ronde savent qu'il y a une belle, elle serre, et donc quitte à avoir extrait quelque chose et à avoir fabriqué quelque chose, mais ça sert à quelque chose, bon bref, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment et ça touche toutes les activités économiques, toutes les activités humaines, et donc c'est vraiment une autre vision de notre rapport à la création, à la matière, à la quantité, à la qualité, et en même temps comment on fait en sorte que ce qui est créé ou extrait sert au plus grand nombre intelligemment. Voilà. Donc c'est passionnant, c'est un autre sujet, mais c'est effectivement passionnant. Est-ce que vous avez des chiffres pour dire combien de jeunes se préparent par rapport aux jeunes que vous mariez? Non, hélas, parce que je pourrais pas oublier, j'ai fait le point avec ma mère, voilà. Mais si la chose vous intéresse, la personne qui a monté ça, c'est Caroline Carmentran, adjointe au maire de la ville d'Asnières, Caroline Carmentran, conseillère régionale, maire adjointe à Asnières. Et je préfère que vous vous adressiez à elle qu'à moi, parce que c'était vraiment qui était la genèse de ça, avec une association tout à fait intelligente qui sait faire les choses. Voilà, c'est aussi des. Voilà. Nous pouvons discuter avec Marie Laudouron, que je connais là, et qui suit cette expérience pour le compte des ASC. Ouais, j'ai une petite question. Vous avez menacé de la poser quand on s'est rencontrés très amicalement. Sur la partie culturelle, aujourd'hui, finalement, vous présentez, dans un sens fort, positif du terme, la culture, l'histoire de France, à des gens qui ne la connaissent pas, ou pas naturellement, etc. Qu'est-ce que vous observez? C'est-à-dire, finalement, comment ils l'apprennent, ils ne l'apprennent pas, et qu'est-ce que vous attendez dans l'immédiat, et qu'est-ce que vous attendez à plus long terme? Vous avez commencé votre propos en disant, finalement, il y a les 2 tiers de notre population qui n'est pas très française, ils ont un taux de fécondité qui est plus aigu que l'autre. Finalement, tout ce que vous avez initié, comment ça devrait se prolonger dans le temps? De toutes les expériences tout ce que nous avons fait, toutes les actions, ce ne sont pas des expériences, il n'y a pas des cobayes, etc. Toutes les actions que nous avons menées. Et dès lors qu'on leur a présenté du beau, je n'ai vu personne se détourner
de ce qui leur a été proposé. Et à chaque fois, des gens émerveillés, époustouflés, ils sont passionnés par l'Ancien Régime, ils ne comprennent pas qu'on est notre roi. Quand on va à Saint-Denis, quand on va à Versailles, etc., mais ils nous prennent pour des fous. Et puis ils nous le disent. Voilà. Et donc, vraiment un émerveillement et des questions. Et y compris quand on voit la cathédrale de Chartres, des dames voilées, etc., qui viennent voir mon épouse et qui disent « Mais c'est quoi ces boîtes en bois ?» C'est des confessions. Voilà. Donc un intérêt et en même temps une forme de... Vous nous jugez dignes de partager ce que vous avez de plus beau. Et ça, c'est une manière pour eux de se sentir finalement accueillis. Voilà. Alors, après, l'imam, le vendredi à la mosquée, il peut dire ce qu'il a envie de dire, il le dira. Les réseaux sociaux, la télévision satellitaire qui est dans le salon et dans toutes les chambres dira ce qu'il a envie de dire. Mais moi, je suis convaincu, de toute manière, tout ce qui est semé à un moment ou à un autre dans une âme, dans une intelligence, dans un cœur, etc. C'est la lettre de Charles de Foucault, c'est cette bienveillance de tous les instants que l'on doit avoir vis-à-vis de ces personnes-là et que le laïc a un rôle irremplaçable dans cette action, et en leur donnant du beau, voir. Et ça incite au respect, connaître, respecter et plus pour certains, aimer, et avec des gens, bon, qui ne sont pas des milliers, mais qui ensuite sont tout à fait beaucoup plus autonomes vis-à-vis de la communauté et beaucoup plus curieux par eux-mêmes d'aller ensuite revoir des musées, des machins, etc. Voilà. Et ça, je dirais, est-ce qu'en regardant la devanture d'un kiosque, est-ce qu'en regardant la télévision, enfin le paysage audiovisuel français, en regardant, est-ce qu'on donne envie d'être aimé? Non, on fait peur à ces gens-là et on blesse, je dirais, un respect qu'ils ont pour la loi naturelle, même si ce n'est pas les mêmes motivations que pour nous, mais peu importe. Alors que là, on leur donne le meilleur de ce que l'on a, et voilà, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, ça c'est indéniable, j'en suis convaincu. Alors, je ne le verrai peut-être pas, ce sera peut-être balayé par des événements tragiques, parce que, voilà, sans doute, j'en sais rien, peut-être pas, mais voilà. Moi, les 54 personnes qui aujourd'hui sont au Puy du Fou là, pour le week-end, y compris des délinquants notoires, moi, ça me fait plaisir et je suis sûr, voilà, ça laissera quelque chose. Et pour être sur un autre plan, mais je vais plus loin, si je ne l'espère pas et je ne suis pas Madame Irma, mais si on devait connaître des conflits graves, une guerre civile ou des conflits graves, y compris des persécutions au regard du fait qu'on est chrétien et qu'on est la cible quand même privilégiée d'un certain nombre. Je pense que les bourreaux d'aujourd'hui ou de demain seront les apôtres d'après-demain. J'en suis convaincu. Mais en même temps, il y a de très belles choses qui se passent et j'en suis également le témoin. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous font le pélé de Chartres. Moi, j'ai eu la chance de le faire de temps en temps avec un chapitre d'anciens musulmans convertis. Moi, je ressors de là, je me dis, mais t'es un nain, quoi. Voilà, il y a une force, il y a une foi, voilà. Et puis même dans les personnes musulmanes que je connais, il y a de très très belles figures. Enfin, l'islam est une chose, mais les musulmans en sont tout autres. Et il y a voilà, mon épouse serait là, qui fait de l'alphabétisation depuis 15 ans, même plus, au sein de la cité, donc toutes les gens la connaissent, etc. Et elle vous dira, il y a la partie officielle qu'on voit, puis il y a quand elles s'ouvrent, quand elles disent des choses, voilà, il y a un cheminement, j'en suis convaincu. Voilà. Et quand un gars comme Jean-François Chemin, voilà, qui a une très belle carrière internationale, décide d'être enseignant à Vénissieux en ZEP, et qui adorait ses élèves parce qu'il leur racontait l'histoire de France, et voilà, avec ses élèves qui sont certains vrais racailles, et qu'on est capable, je dirais, de faire pleurer sur Jeanne d'Arc ou Saint-Louis. Je me dis qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura un autre choix entre Saint-Louis, Jeanne d'Arc ou la racaille, et que peut-être ce sera les deux premiers qui l'emporteront, j'en sais rien, mais notre devoir c'est de sauver. Voilà. Notre devoir c'est de sauver et de ne pas se soustraire à ce contact qui peut être toujours facile. Enfin voilà, on a subi des choses, et puis de ne pas se mettre à l'abri, c'est la lettre de Charles de Foucault. Là, à la limite, si vous pouvez la tirer dans l'exemplaire ici et la distribuer, faites-le, parce que moi,
elle me porte, cette lettre. Merci beaucoup. On a rattrapé 1 minute de retard que nous avions. Merci infiniment. Je crois qu'il est temps pour chacun de boire un petit quelque chose pour se rafraîchir. Ça se passe à l'hôtel. Donc, vous savez tous où c'est. Peut-être